Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Christian Calvary, je suis formateur en informatique, nouvelles technologies et français chez Pluriel à Saint-Boniface. Aujourd'hui, un grouille-rouille un petit peu particulier, comme vous le savez tous, un grouille-rouille virtuel. Alors comme la technologie permet de faire beaucoup de choses, eh bien aujourd'hui, on va parler technologie avec le logiciel Zoom, mais je vais vous parler de cloud computing ou plus exactement en français, le nuage. Tout le monde en parle, vous en avez souvent entendu parler, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et puis, saviez-vous que vous vous en servez tous obligatoirement, peut-être sans le savoir, vous utilisez le nuage. Alors, c'est parti pour la présentation. Alors, on va voir cette présentation en plusieurs étapes. Premièrement, qu'est-ce que le nuage? Alors là, je l'ai marqué en anglais parce que normalement, c'est vrai que le terme n'aurait pas dû être traduit en français, c'est un peu difficile. D'où vient ce fameux nuage? Comment fonctionne le nuage? Pour quel type de stockage? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker? Qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans ce nuage? Qui a le contrôle? C'est-à-dire quelles sont les entreprises qui contrôlent ce nuage? Je vais vous donner des exemples de cloud et puis avec une petite analyse qui sera faite sur le coût, les prix et puis la comparaison avec d'autres techniques de stockage. Et puis, dernière chose, pourquoi on utilise le cloud et pourquoi surtout on vous pousse à utiliser ce cloud. Alors, c'est quoi le cloud ou nuage en français? Alors, en réalité, ça vous permet d'accéder à vos données, comme par exemple des photos enregistrées sur un serveur distant, mais ça peut être des fichiers, ça peut être des vidéos, ça peut être n'importe quoi, sur un ordinateur qui est relié à Internet et qui permet de communiquer sur la planète entière. Donc, en réalité, vous avez votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, et les données que vous allez sauvegarder sur ce qu'on appelle l'informatique en nuage, eh bien, vont être stockées sur un serveur. Ça peut être chez Microsoft, ça peut être chez Apple, ça peut être chez Google, etc., etc. Alors, un petit historique, d'où ça vient le cloud? Alors, cette expression, ça vient des premiers temps de l'Internet où l'habitude était prise de dessiner le réseau comme un nuage. C'est-à-dire que les informaticiens avaient pris comme habitude de dessiner ça comme un nuage, mais ça n'a rien à voir avec un nuage. Et en réalité, les données sont bien stockées au sol sur des serveurs, mais absolument pas dans les nuages et absolument pas dans des satellites ou des choses comme ça, comme certains pourraient le penser. Donc c'était juste une façon de représenter ces données de stockage par les informaticiens. Alors, le cloud computing, c'est un modèle informatique qui permet un accès facile et à la demande par le réseau à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, c'est-à-dire des serveurs, du stockage, des applications et services. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la traduction en français du terme cloud computing n'est pas simple. Euh, Informatique en nuage ou info nuage, si on prend le terme typiquement canadien. Euh, on va plutôt garder le terme de cloud computing. Alors souvent on utilise cloud, mais c'est le terme exact en anglais, c'est cloud computing. Alors, comment ça fonctionne? Le cloud computing consiste à utiliser des serveurs distants, accessibles via Internet, pour sauvegarder les données de l'entreprise. C'est-à-dire une synchronisation avec les postes de travail permet d'enregistrer de manière automatisée les modifications de documents en temps réel. Ça veut dire que vous ne stockez rien sur votre ordinateur, tout est stocké sur un serveur distant qui appartient ou à Google, ou à Apple, ou à Microsoft, par exemple. Alors, le grand public utilise depuis longtemps le cloud computing sans le savoir, comme je vous disais au début de cette introduction. C'est-à-dire que quand on utilise un webmail, c'est-à-dire sa boîte courriel, que ce soit du Hotmail, du Gmail ou autre chose, on fait du cloud computing. Ça veut dire accéder à des ressources informatiques qui sont quelque part à travers Internet. On peut y avoir accès gratuitement, comme c'est le cas avec le webmail, virtuellement, et la puissance est infinie. Alors évidemment, il y a des solutions gratuites pour stocker des données. Si on veut stocker beaucoup plus, on le verra plus tard, il y a des services qui sont payants. Alors avec vos données sur le cloud computing, c'est-à-dire dans un centre de données hyper sécurisé, vous y avez accès de partout.
avec votre ordinateur, du travail ou de la maison, votre téléphone intelligent ou votre tablette. Et comme vous travaillez uniquement sur le serveur distant, aucune donnée n'est stockée sur vos appareils, mais uniquement sur le serveur. Alors, chose importante, pour quel stockage? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez stocker? Qu'est-ce que vous allez mettre sur ce fameux cloud computing? On va pouvoir mettre des photos, des vidéos, des montages photos. On va pouvoir mettre des musiques, des films. Alors attention, musique et films non piratés, c'est-à-dire des choses que vous avez achetées, des choses qui sont légales. On le verra après, parce que tout est contrôlable, donc il va falloir faire attention à ce que vous mettez dessus. On peut mettre des documents Word, des documents Excel, non professionnels bien sûr, parce qu'attention à la confidentialité aussi. Et puis tous les fichiers autres que de l'Excel, que du Word ou que des images. Alors attention par contre, évitez tout ce qui est sensible, c'est-à-dire tout ce qui va être confidentiel, des factures, des relevés bancaires, des papiers d'identité, des fichiers médicaux, des mots de passe, euh, des numéros d'assurance santé. Ne mettez pas ça sur le nuage parce que de toute façon, c'est sur des serveurs et on ne sait jamais ce qui peut se passer si, même si le risque est faible, un piratage peut être envisagé et il faut éviter d'avoir nos données personnelles sur ces serveurs. Et puis, vous pouvez mettre également vos contacts téléphoniques et votre agenda, pourquoi pas, sur ce nuage. Alors, qui a le contrôle? Qui contrôle ça? Qui est à l'origine? Comment ça fonctionne? Eh bien, en fin de compte, les plus grosses entreprises qui ont des serveurs distants vont être Amazon, par exemple. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais Amazon est un des plus gros, voire le plus gros serveur de stockage sur le nuage. Citrix, qui est un peu plus professionnel. Google, donc ça vous connaissez, HP, IBM, Intel, Microsoft, Salesforce, SideTrade, voilà, etc., etc. Toutes ces sociétés ont des serveurs distants qui permettent de stocker à distance. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc là, on va passer un petit peu plus de temps sur cette page. J'ai mis ici quelques nuages avec un descriptif de la version gratuite et puis combien ça peut vous coûter si vous voulez stocker beaucoup plus. Alors par exemple, si on prend le Google Drive, euh, quand vous avez un compte Gmail, vous avez droit de stocker 15 gigaoctets gratuitement, que ce soit des photos, que ce soit des fichiers, que ce soit vos courriels. La globalité, c'est 15 gigas maximum. Et puis, si vous voulez plus de stockage, eh bien, il va falloir rajouter 1,99 $ par mois. On peut avoir un stockage illimité des photos. On peut partager avec des amis 5 gigas. Voilà, par exemple. Vous avez également Dropbox, qui est une plateforme indépendante, hein, puisque là, on ne parle pas de boîte courriel, mais c'est une plateforme de nuage où vous avez 2 gigas de stockage gratuit. Par contre, là, si vous voulez plus de stockage, ça va être un peu plus cher. Il va falloir débourser quasiment 10 $ par mois pour stocker plus. Si vous avez un compte Microsoft, vous avez droit à 5 gigas gratuitement. Et si vous voulez plus de stockage, eh bien, il va falloir dépenser 2 $ par mois pour 5 gigas et 7 $ pour 1 Tera. Vous avez l'Apple, Apple iCloud. Donc, si vous avez un iPhone ou un iPad, par exemple, ou un iMac, c'est-à-dire tous les appareils de chez Apple, eh bien, vous allez pouvoir stocker 5 gigas gratuitement. Au-delà de 5 gigas, c'est 0,99 $ par mois. Un autre nuage indépendant qui s'appelle pCloud ou pCloud, qui vous permet de stocker 10 gigaoctets. Et au-delà des 10 gigas, il va falloir dépenser 3,99 $ par mois pour 500 gigas ou alors 7,99 $ pour 2 téraoctets, voire plus. Il y a des systèmes également de cryptage, c'est-à-dire que là, on rentre dans une sécurité augmentée. Et si vous voulez augmenter cette sécurité avec du cryptage, eh bien, vous devrez rajouter encore 4,99 $ par mois. Vous avez Box, qui est moins connu, qui vous permet de stocker 10 gigas sur des fichiers limités à 250 mégas. Et au-delà, ça vous coûtera 10 $ par mois. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Amazon avec Amazon Drive. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez stocker 5 gigas gratuitement. Trezorit, qui est beaucoup moins connu, 5 gigas de stockage, au-delà 12,5 gigas
$12,5 par mois. Méga, qui vous permet de stocker 15 gigas, ou 50 gigas si vous avez créé un compte avec vos coordonnées. Et au-delà, $5,60 par mois. Et puis Mediafire qui vous permet de stocker 10 gigas gratuitement également, qui est encore un petit peu moins connu. Donc voilà un petit descriptif des nuages les plus courants, hein, il y en a d'autres évidemment. Donc vous voyez que vous avez un espace de stockage gratuit, mais que dès que vous allez vouloir stocker un petit peu plus, c'est bien sûr, ça va être payant. Alors si vous avez des fichiers ou quelques photos qui viennent de smartphones ou de tablettes, les 5 gigas ou les 10 gigas, bon, ça peut vous permettre de stocker pas mal. Par contre, dès que vous allez avoir besoin de stocker de la vidéo ou des photos professionnelles, évidemment, les 5 ou 10 gigas, ça sera absolument pas suffisant et il faudra passer sur des stockages beaucoup plus importants. Évidemment, là, la note va augmenter puisque ça peut vous coûter très très cher, puisque c'est un abonnement et tous les mois, il va falloir payer. Donc ça c'est le stockage en nuage. Alors, maintenant, sur cette page, je vais comparer avec un stockage que vous feriez chez vous. Puisqu'on n'est pas obligé de stocker sur le nuage, on peut stocker sur nos propres appareils, sur des disques durs externes. Alors, j'ai fait une analyse ici avec un disque dur à 2 téraoctets et un disque dur à 4 téraoctets. Et j'ai pris des prix standards, hein, c'est-à-dire que j'ai pris des prix sur Best Buy ou des magasins comme ça, de façon à pas modifier trop la base. Ça vous donne une idée réelle. Alors, il faut savoir que si vous avez un cloud à 2 téraoctets, en moyenne, ça va vous coûter $7 par mois. À la fin de l'année, bien sûr, ça va vous coûter $80. Et il faut savoir qu'au bout de 5 ans, pour stocker vos 2 Téras, ce qui n'est pas gigantesque, eh bien, au bout de 5 ans, vous aurez dépensé $420 pour stocker vos données. Alors, pourquoi stocker des données sur le cloud? Alors, c'est vrai que ça paraît attrayant, ça paraît facile, mais regardez en dessous. Si vous achetez un disque dur à $80 chez Best Buy, par exemple, qui est un prix standard, eh bien, au bout d'un an, évidemment, vous n'aurez dépensé que $80 puisque vous aurez investi vos $80. Mais au bout de 5 ans, puisque le disque dur fonctionnera toujours, eh bien, vous aurez toujours dépensé $80. Donc ça veut dire que pour stocker vos 2 téraoctets, vous aurez dépensé $80 à comparer avec un nuage pour stocker 2 téraoctets qui vous aura coûté $420. Donc vous voyez la différence. Autre exemple, où là j'ai pris le double de stockage, c'est-à-dire 4 téraoctets. Alors 4 téraoctets, il faut savoir que des gens, des professionnels qui stockent de la vidéo ou de la photo, ont besoin minimum de 4 ou 5 téraoctets, hein, c'est assez courant. Si vous prenez la sauvegarde sur le nuage, eh bien, avec ce système, ça va vous coûter $14 par mois. Au bout d'un an, 14 x 12, ça vous aura fait dépenser $168. Et au bout de 5 ans, pour vos 4 téraoctets, vous aurez dépensé $840. À comparer, si vous achetez un disque dur externe de 4 téraoctets, qui a un prix moyen de $140, donc ça c'est pareil, c'est un prix moyen, il y en a des moins chers, mais j'ai pris un prix moyen avec une très bonne qualité de disque dur. Eh bien, au bout d'un an, ça vous aura toujours coûté que $140, et au bout de 5 ans, vous n'aurez dépensé que $140, vous n'aurez investi que $140. À comparer, au bout de 5 ans, avec votre nuage, vous aurez dépensé $840. Donc vous voyez, la différence, elle est énorme. Donc ça, il faut bien l'avoir en mémoire pour savoir est-ce qu'on va rentrer dans peut-être le piège de payer pour du nuage, comme certaines personnes peuvent le faire, ou est-ce qu'on va aller acheter un disque dur externe ou deux disques durs externes et puis faire nos propres sauvegardes. Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors, autre chose au niveau de l'utilisation et de la sécurité. Quand vous utilisez ou pas le cloud, vous n'êtes pas le seul à avoir accès à vos données. C'est-à-dire que dès que vous travaillez en réseau, dès que vous sauvegardez, dès que vous mettez des choses sur un réseau, eh bien sûr, il y a toujours quelque part un administrateur système ou un technicien en informatique qui peut avoir accès à vos données. Un super admin chez Google, c'est-à-dire que la personne qui va gérer les serveurs chez Google, peut avoir accès
à tous vos courriels si vous avez un compte Gmail. Même chose pour Dropbox, Facebook, Microsoft, etc., etc. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où vous avez un compte, quelqu'un peut avoir accès à ce que vous avez mis dedans, même si on vous dit que vos données sont confidentielles. Alors, autre chose que la plupart des gens ne savent pas. Si vos fichiers sont supprimés sans votre accord, qui est responsable de vos pertes? Ça veut dire que s'il y a un bug, s'il y a un problème sur les serveurs distants, qui est responsable et comment ça se passe? Alors, en règle générale, les compagnies qui gèrent les nuages informatiques ne sont pas responsables des dommages encourus ou de la perte des données. C'est ce que je vous disais, il est donc recommandé de sauvegarder ces fichiers importants sur un disque dur externe physique, par exemple un ordinateur ou un autre espace de stockage. Et c'est bien noté dans les conditions d'utilisation des serveurs, que ce soit Google, Hotmail ou les autres, ou Microsoft. Il est bien noté dans les conditions, alors c'est souvent écrit à la 10e ou 15e page dans des conditions que personne ne lit, mais il est bien indiqué que s'il y a un problème chez eux, eh ben, ils ne sont pas responsables de la perte des données. Donc ça, il faut le savoir. Alors, au niveau de la propriété des fichiers sauvegardés. Alors attention, il faut savoir que les compagnies peuvent aussi accéder à vos renseignements personnels et à vos fichiers dans le cours de leurs opérations quotidiennes. Exemple, certaines compagnies permettent à l'usager de rester propriétaire de ses fichiers, c'est-à-dire les photos, les vidéos, tout ce que vous mettez dessus, mais se donnent le droit d'y accéder. Par exemple, Facebook peut accéder à vos photos pour les publier sur les fils d'actualité de vos amis. Alors des fois sur Facebook, vous voyez des publications de photos où d'un seul coup, vous voyez une photo où Facebook vous dit, tiens, souvenir d'une photo postée il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et ben, c'est Facebook qui se permet d'aller rechercher vos photos dans vos historiques photos et de les republier sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. D'autres compagnies comme Dropbox permettent aussi aux usagers de rester propriétaires de leurs fichiers, mais ne se donnent aucun droit par rapport à ceci. Donc ça, c'est quand même meilleur. D'autres encore, comme Google, se réservent le droit de garder un certain contrôle sur votre compte. S'ils ont une raison valable de le faire, ils peuvent changer votre mot de passe ou fermer votre compte, par exemple. Alors ça peut être quelque chose de positif, évidemment, quand il y a des abus, quand il y a des piratages, quand il y a des choses assez horribles qui se passent sur les serveurs. Donc ils peuvent en effet fermer du jour au lendemain votre compte et ça peut être assez positif. Là, j'ai pris ces sources, vous pouvez aller regarder sur cliquerjustice.ca, hein. Donc ça, c'est une source que j'ai récupérée sur le site du gouvernement canadien et vous pouvez récupérer ces informations à cet endroit-là. Alors, voilà pour cette présentation du nuage. J'espère que ça vous aura donné un petit peu plus d'éléments, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me contacter chez Pluriel. Donc, allez sur le site de Pluriel, le site internet. Nous avons également une page Facebook. Nous avons également quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter chez Pluriel et je me ferai un plaisir de vous répondre. En temps normal, il faut savoir que nous avons des cours d'informatique tous les vendredis. Alors évidemment, en ce moment, avec le Covid-19, c'est un petit peu différent. Les cours directement dans les salles de Pluriel sont momentanément suspendus. J'espère que ça va reprendre assez rapidement. Mais tous les vendredis, toute l'année, nous avons des cours. Le matin, c'est pour les tablettes Apple et les iPhone Apple. Et l'après-midi, ce sont des cours de tablettes pour les systèmes Android. Voilà. Je réponds à toutes les questions. Il peut y avoir également des questions sur l'informatique, les ordinateurs. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, bah, à bientôt. Pourquoi pas?